Une question vient à l'esprit de celui qui croit au livre divin, et il s'interrogea, de comment ne peut-on y croire à la révélation coranique, lorsque le Coran est abordé la question de l'effet de serre global, bien avant que les hommes de science ne lui rentrent vie dans leurs prévisions météorologiques. Les spécialistes du climat comprirent et annoncèrent les effets dangereux qu'il produira dans le ciel atmosphérique, si rien n'est entrepris d'ici là. C'est étonnant de voir également qu'il y a entre les mises en garde du Coran et les mises en garde des spécialistes du climat une similitude partagée, de mise en garde. Et, il n'est jamais assez de répéter ce hadith du prophète qui dit que les hommes de science sont les héritiers des prophètes. Rappelant que le messager céleste a rapporté à notre prophète Mohammed entre 610 à 632 qu'un événement d'une ampleur mondiale se produira à l'avenir aux habitants de la Terre. Il résultera des effets de la fumée et provoquera un emmitouflement global qui mettra en danger la survie des habitants terrestres. C'est ce que les spécialistes du climat appellent l'effet de serre global. Ce n'est pas seulement que le Coran et les climatologues aient prévu le caractère drastique de l'effet de serre, mais qu'ils adjoignent leurs alarmes pour nous mettre en garde contre un risque majeur qui adviendra, si toutefois, nous ne prenions pas nos précautions, devant cette menace terrible qui pèse de tout son poids sur le climat. La fumée est mise en cause par le Coran et les climatologues remettent en cause les gaz de carbone qui ressortent des fumées industrielles. C'est du pareil au même. Ce sont donc les activités humaines qui sont impliquées dans le réchauffement climatique et le déséquilibre de l'ordre naturel établi par l'Omniscient. Ce sont donc les rejets de gaz à effet de serre qui restent tributaires des émanations de la fumée qui mettent en danger l'existence humaine et celui du parc animalier. Notre survie sur Terre, on la redevra à l'aune de notre capacité à résoudre ce problème qui perpétue le mode d'exploitation qui consomme à outrance les fluides carburants et rejette ces imbrûlés dans la nature. Elle dépend également de notre capacité à remédier l'état de nuisance qui a causé la destruction de notre atmosphère céleste. La science adjoint à la révélation coranique pour que nous livrions bataille à ce mode d'exploitation des énergies non renouvelables. C'est un fléau millénariste qui pourrait causer la fin du monde habitable. Le Coran nous sensibilise et nous mobilise pour que nous adjoignions nos efforts à l'éradication de ce fléau ou à le ramener à son cours naturel dans l'atmosphère. Les rejets de gaz à effet de serre devraient être surveillés avec précaution et minutie, ils devraient être contrôlés et inspectés avant même leur rejet dans la nature ambiante. Cependant, la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre dans la nature rencontre des empêchements de la part des dirigeants industriels et politiques. Toutes les conférences internationales qui ont débuté avec celle de Rio de Janeiro qui s'est tenue en juin 1992 au Brésil. Puis celle du protocole de Kyoto qui visait en 1997 à rédiger un texte international qui commandite la réduction des émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Puis celle des COP qui ont abouti en 2025 à Paris, sur un accord qui viserait à limiter le réchauffement climatique et à évaluer les progrès accomplis en ce domaine des réductions des gaz. Les COP qui ont suivi par la suite étaient de renforcer les engagements des pays. Mais les dirigeants des grandes puissances économiques ont annoncé leur retrait de l'accord de Paris. Mais la sensibilisation et la mobilisation des citoyens posent un problème aux industries qui rejettent de la fumée polluante et aux gouvernants climato-sceptiques qui cherchent toujours à satisfaire la croissance économique. La mobilisation de la société civile passe par des organisations non gouvernementales et dénonce cette tendance à produire plus et à gagner davantage. L'enrichissement par le biais de produire plus de rejets de fumée industrielle, mais engage la survie des êtres humains. Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. On commence avec cette image hier soir de Donald Trump signant le décret qui va de nouveau, comme lors de son premier mandat, sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, qualifié par Trump hier d'arnaque injuste et unilatérale. Les États-Unis se retireront de l'accord climat de Paris. Merci. Trump a également décrété hier un état d'urgence énergétique pour relancer le forage pétrolier et il a annoncé la fin des aides allouées par l'administration Biden à l'achat de véhicules électriques. L'occasion pour nous de rappeler par les faits que la fin des subventions à l'économie verte va laisser le terrain à des concurrents des États-Unis, notamment la Chine, que les effets du dérèglement climatique sont aujourd'hui incontestables sur tous les continents et qu'ils frappent notamment les États-Unis, et que contrairement à ce que dit Trump, les Américains sont déjà les premiers producteurs de pétrole de la planète. Le président des États-Unis, qui paraît-il est un climato-sceptique, c'est la formule jolie et embellie pour dire un crétin borné qui n'a toujours pas compris de quoi il retourne. Alors lui, il pense qu'il faut continuer à sortir les gaz de schiste, le pétrole de schiste et tout ça, alors que tout le monde sait que ça nous conduit tout droit à la catastrophe. Mais bon sang, les gens, c'est la première puissance du monde, c'est pas rien. C'est pas rien. Et ils sont très agressifs pour garder le contrôle des pipelines et des gazoducs partout. Ils vous foutent la guerre dans le monde entier.
Les trois principaux producteurs de pétrole sont les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Russie. Ils totalisent 40% de la production. Pour le gaz, la concentration de la production est encore plus importante. 40% de la production est entre les mains des États-Unis et de la Russie. Ces dernières années, les Américains ont déjà plus que doublé leur production de pétrole, couvrant la quasi-totalité de leur consommation, ce qui leur a permis de réduire leur dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient. Et quasiment doublé également leur production de gaz, qui dépasse désormais leur consommation. En cause, l'exploitation des énormes réserves du pays en pétrole et en gaz de schiste. Cette exploitation a été rendue possible grâce à l'essor de la fracturation hydraulique, une technique désastreuse sur le plan écologique. Les industries pétrolières et les dirigeants politiques agissent en connivence pour freiner les programmes des écologistes qui se soucient du climat de la planète et de ses habitants. Les climato-sceptiques agissent au niveau des hautes sphères politiques pour faire taire la voix des écologistes. Ils agissent en accointance avec les chefs d'industrie et ils proposent des conférenciers pseudo-scientifiques qui agissent à la carte et fondent leur climato-sceptisme sur les doutes et les manques de preuves scientifiques. Mais en réalité, ce sont des démagogues qui discourent pour des intérêts financiers. Le doute continue à infuser depuis des décennies. Aujourd'hui, 17% des Australiens, 15% des Norvégiens ou 12% des Américains ne croient tout simplement pas qu'un changement climatique soit en cours. En France, 22% de la population doute du lien entre les activités humaines et le changement climatique. Quel est donc le carburant des climato-sceptiques, alors que 97% des scientifiques reconnaissent qu'il y a bien un changement climatique en cours lié à nos activités? D'abord, il y a le doute, pierre angulaire de toute science. Les scientifiques ne sont jamais sûrs à 100%, alors les sceptiques se glissent dans les pourcentages restants. Mais l'observation vaut parfois mieux que tous les discours. En 2010, le physicien américain Richard Muller doute des chiffres de l'évolution des températures présentés par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Convaincu que des erreurs humaines se sont glissées dans les relevés utilisés par le GIEC, il conçoit une méthode entièrement automatisée du traitement des données. 2 ans plus tard, il obtient les résultats. Ils sont identiques à ceux utilisés par le GIEC. Il abandonne alors les rangs des climato-sceptiques. L'autre carburant de cette fusée est financier. Willy Soon, astrophysicien américain, attribue le changement climatique au rayonnement solaire. Pour mener ses recherches, il a reçu plus d'1,2 million de dollars d'entreprises comme la Southern Company, géant américain de l'énergie, ou ExxonMobil, l'un des plus grands groupes pétroliers au monde. Entre 2005 et 2008, ExxonMobil a d'ailleurs dépensé près de 9 millions de dollars pour financer différents think tanks niant le changement climatique. Koch Industries, géant du pétrole, de la chimie et des matières premières, leur a quant à lui généreusement légué près de 25 millions de dollars. Quand on aime, on ne compte pas. En Australie, le Parti libéral arrive au pouvoir en 2013. Tony Abbott devient alors Premier ministre. Climato-sceptique convaincu, il supprime dès l'année suivante la taxe carbone mise en place par le gouvernement précédent. En finançant à hauteur d'1,2 million de dollars la campagne du Parti libéral, les géants australiens des mines, du pétrole et du charbon ont misé sur le bon cheval. Au final, les climato-sceptiques ne rejettent pas le changement climatique. Ils refusent surtout les conséquences de ce constat, changer notre modèle de société. Les risques pour le chiffre d'affaires des géants des énergies fossiles semblent plus palpables que les impacts du changement climatique. Les récalcitrants religieux qui refusent de croire au phénomène du réchauffement climatique et les climato-sceptiques qui sont depuis sans renieurs des temps modernes, contestent les évidences du réchauffement bien que quelques signes calamiteux ont produit des effets. Les climato-sceptiques placent l'appât du gain et des plus-values bien au-delà des considérations écologiques. Cela rappelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il interpella ses concitoyens pour embrasser le monothéisme. Abu Sofyan, son ennemi juré durant la période pré-islamique, déclara au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: le polythéisme est une dîme religieuse pour les gardiens du temple qui surveillent en permanence les divines idoles et une manne d'argent pour les marchands koraïkites. Donc ce n'est pas comme tu l'entends que nous changerons notre croyance. En ce temps-là, la croyance en un Dieu unique posait problème aux non-croyants. L'appât du gain est toujours placé au plus haut fixe. L'adaptation à une religion nouvelle posait problème aux païens. Il en est de même aujourd'hui, les climato-sceptiques refusent de croire au réchauffement de la planète parce qu'ils ne perçoivent que leurs intérêts économiques. Les récalcitrants qui sont de confession musulmane refusent de voir que la sourate intitulée « La fumée » traite particulièrement ce sujet du réchauffement climatique. Ils sont à leur manière des climato-sceptiques. Ce sont des renieurs des temps modernes. Ils sont peut-être des musulmans mais pas encore des croyants. Dieu a dit dans son livre saint, « Croyez-vous donc, en certains versets, et vous déniez celles qui ne vous conviennent pas.
Le divin Allah s'est adressé à certains musulmans qui pensaient être des croyants. Il leur a dit, ne dites pas que nous sommes croyants mais dites plutôt que vous vous êtes soumis à l'islam, mais lorsque la croyance pénétrera vos cœurs, vous pourrez en ce moment dire que nous sommes croyants. Voici donc des types d'individus qui n'ont compris que substantiellement le Coran. Ils n'ont embrassé l'islam qu'à demi-mesure. Ils sont des exemples types qui réfutent des versets coraniques au profit de la mésintelligence et de l'incompréhension. Le récit de la fumée annonce le caractère dangereux de son impact. Les composés gazeux, contenus dans ces fumées, sont néfastes et désastreux pour le climat. Lorsque les composés gazeux seront au paroxysme de leurs effets désastreux, alors le climat deviendra moins clément et procédera à l'emmitouflement du genre humain. Il l'emmitouflera jusqu'à mettre sa vie en péril. Les climato-sceptiques contestent également les évidences du réchauffement bien que quelques signes catastrophiques ont marqué par leurs signes les temps présents. Les climato-sceptiques placent l'appât du gain bien au-delà des considérations écologiques. Cela rappelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il interpella ses concitoyens pour embrasser le monothéisme. Abu Sofyan, son ennemi juré durant la période pré-islamique, déclara au prophète Mohammed que le polythéisme est une dîme religieuse pour les gardiens du temple qui surveillent en permanence les divines idoles et une manne d'argent pour les marchands coraïquites. La croyance en un Dieu unique posait problème aux non-croyants. L'intérêt du gain est toujours placé en eau fixe lorsqu'il s'agit de réadaptation. De nos jours, les climato-sceptiques refusent de croire au réchauffement de la planète parce qu'elle met en cause leurs intérêts économiques. Lorsque l'ère de la fumée présentera ses premiers signes d'impact dans le ciel atmosphérique, l'être humain devra se hâter pour surveiller ses effets d'impact sur le climat. L'Omniscient nous a recommandé de la surveiller de près, cet effet incident sur le climat. C'est un processus de nuisance qui impliquera une série de dégradations au travers le climat et qui induira le réchauffement planétaire jusqu'à devenir une menace terrible pour le genre humain et le parc animalier. Il affectera toute créature qui vit aux dépens du mode respiratoire, aérobiologique. Le Coran qualifie cette tendance qui affecte le climat par des effets à emmitouflement, parce que l'être humain ressentira ces effets par une augmentation globale de température. Les êtres humains suffoqueront. L'Omniscient a indiqué l'axe du mal. C'est les rejets excessifs de la fumée qui ont induit cette situation catastrophique. Les rejets de la fumée sont, en effet, visibles à leur sortie des cheminées industrielles, mais dès lors qu'ils s'évanouissent dans l'air, ces composés gazeux accéderont au ciel atmosphérique, en toute invisibilité, si ce n'est par le concours des instruments de mesure scientifiques qu'ils furent identifiés. Il faut se méfier du bleu azuré du ciel car il ne laisse rien entrevoir des traces de sa présence dans le ciel atmosphérique. L'heure est grave pour le genre humain et il est temps de surveiller les émanations de la fumée industrielle, que ce soit à leur sortie d'usine, soit qu'elles aient déjà affecté le ciel atmosphérique. N'oublions pas, chers frères musulmans, que la fumée peut faire partie des signes annonciateurs de la fin du monde. Aux yeux des regards, rien n'indique que les traces indélébiles de la fumée baignent dans le ciel atmosphérique. Un scientifique du climat s'est laissé dire lorsqu'il fut au pôle Nord que le bleu du ciel actuel est trompeur. Le ciel atmosphérique ne laisse rien apparaître. Mais, les instruments de mesure scientifique détectent sa présence et mesurent son impact dans le ciel atmosphérique. L'Omniscient nous a intimé de surveiller les rejets de la fumée qui émanent de la Terre et qui polluent le ciel, de particules gazeuses. Ce sont les fumées d'industrie et des transports qui procurent les gaz à effet de serre. L'Omniscient nous a révélé les sources qui émettent dangereusement ces fumées morbides, qui risquent, si rien n'est entrepris pour remédier, elles affecteront le climat qui à son tour nous fera suffoquer jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Elle nous exterminera. La capitale suffoque avec 37 degrés à la mi-journée. Dans la moiteur de la rue, chaque déplacement est une épreuve. Parmi les personnes les plus vulnérables, il y a également les tout-petits. Elles sont plus difficiles, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles sont invivables, mais elles sont plus difficiles à supporter. D'abord parce que c'est une grosse anomalie par rapport à la température moyenne. Ensuite, parce qu'elles sont combinées avec un taux d'humidité qui est généralement plus important, et c'est là que ça devient vraiment dangereux pour la santé, c'est lorsque de fortes températures sont combinées avec un taux d'humidité important, et puis aussi parce que nos environnements ne sont pas du tout adaptés à ces fortes chaleurs, nos immeubles ne sont pas conçus pour ça, nos logements non plus, nos horaires de travail non plus, et donc effectivement il y a une vraie question d'adaptation, et c'est pour ça évidemment que ce qui compte ce n'est pas le niveau absolu que la température a atteint, c'est notre capacité à nous adapter à ces températures. L'intérêt de la rénovation thermique, parce que vous faites à la fois une action d'adaptation qui permet de décarboner les logements en évitant que ce soit des passoires thermiques en hiver,
Et vous faites aussi une action d'adaptation, puisque ça cesse d'être des bouilloires thermiques en été. Et en plus, vous faites non seulement de l'environnement, mais vous faites du social, parce que très clairement, les familles qui habitent dans ces logements petits et mal isolés sont souvent des familles plus précarisées. La manière de le faire, c'est évidemment de réduire avant tout nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter le changement climatique. Cela étant, il faut bien reconnaître que nous allons désormais avoir besoin de climatisation, de la même manière qu'on se chauffe en hiver et que ça nous paraît normal et incontestable, il va falloir qu'on se rafraîchisse en été. Le problème, c'est que si on va acheter des petits climatiseurs au supermarché ou dans des magasins de bricolage, on risque d'acheter globalement des appareils de moins bonne qualité qui émettent des gaz réfrigérants qui sont eux-mêmes des gaz à effet de serre et qui, de surcroît, s'ils sont placés en extérieur, vont rejeter de la chaleur dans les rues et donc vont accentuer le problème. Dans le sud de l'Europe, la chaleur est suffocante, notamment en Espagne. 46 degrés en Andalousie ce week-end. Ce parc a même été fermé à cause des températures attendues. Cette chaleur n'est pas normale pour cette période de l'année. Chaque année, j'ai l'impression que Madrid se réchauffe de plus en plus, surtout dans le centre-ville. C'est du jamais vu. Cette chaleur étouffante qu'on a à Madrid, ça n'existe nulle part ailleurs. Toute l'Europe de l'Ouest subit les conséquences d'un dôme de chaleur. Une masse d'air chaud venue du Maghreb où les températures frôlent actuellement les 50 degrés. Il a toujours fait chaud l'été, mais avant là où il faisait chaud, maintenant il fait très chaud. On faisait sans problème les 30 degrés, maintenant on va faire les 35 et on va même atteindre les 40. Et ça devient presque la nouvelle norme, ce qui est remarquablement inquiétant. En Italie, 21 villes, dont Rome, ont été placées en alerte maximale pour la chaleur. Si on arrive à trouver de la climatisation, dans les musées par exemple, c'est supportable. Mais si on décide d'aller voir le pape à midi en plein soleil, là ça devient intenable. 14 août, réunion de crise au ministère de la Santé et première évaluation officielle du nombre de victimes. J'imagine que si on extrapole ça à l'ensemble de la France, on est 1000, 2000, 3000 cas. 3000 morts, mais dans les services d'urgence débordés depuis presque une semaine, les médecins n'y croient pas. Le 20 août, les pompes funèbres générales confirment leurs craintes en annonçant 10 400 décès, c'est 3 fois plus que les estimations officielles. François Gemène, qu'est-ce qui fait qu'il y avait eu tant de victimes? On n'était pas préparé à affronter la chaleur? On n'était pas préparé du tout, il n'y avait pas du tout de coordination des services d'urgence, le ministère de la Santé n'était pas prêt. À l'époque, on ne s'imaginait pas vulnérable aux impacts du changement climatique. Le changement climatique impacte l'environnement, mais impacte aussi les populations. Il impacte leur droit à l'alimentation, leur droit à l'accès à l'eau, le droit à un habitat sain, et il impacte les personnes de façon inégale. En effet, ce sont les plus pauvres, les plus vulnérables, qui sont le plus impactés par le changement climatique, et ce, alors qu'ils ont le moins contribué aux émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on parle de justice climatique. Le changement climatique va non seulement impacter la production alimentaire, mais en impactant cette production, va aussi avoir un effet sur les prix des denrées. Et donc, lorsqu'on fait face à des crises de plus en plus récurrentes, il va menacer l'accès, en termes monétaires, des populations à une alimentation saine et en quantité et qualité suffisante. On estime que d'ici à 2080, on pourrait avoir 600 millions de personnes supplémentaires qui souffriraient de la faim. À l'heure actuelle, nous sommes à 800 millions de personnes qui souffrent déjà de la faim. Le changement climatique pourrait aussi augmenter la malnutrition infantile de plus 20% d'ici à 2050 et dont la moitié serait en Afrique subsaharienne. Le Coran évoque un danger qui serait bien plus grave que ces signes avant-coureurs qui s'annoncent par des épisodes de désastre que sont les excès de chaleur qui font suffoquer les gens en différentes régions du monde. Ces dernières années, le ciel atmosphérique nous a fait découvrir ces dômes de chaleur qui recouvrent des régions entières du monde, sous des formes de cloches thermiques. Et, qui ne laissent circuler pas une seule brise d'air en dessous des cloches, d'où les chaleurs deviennent si intenses qu'elles frisent les thermiques des produits à cuire. Chaque partie du globe terrestre a reçu son lot de signes avant-coureurs qui ont découlé du climat. Des eaux des rivières qui ont débordé et sorti de leur lit, et sont devenues à la surprise générale des riverains, des fleuves de grand cours. Le réchauffement climatique a provoqué des dommages considérables, et a dans d'autres régions du monde diminué le débit des grands cours d'eau comme le fleuve du Colorado. L'année passée, la Californie a été le théâtre des incendies qui a vu ses forêts et ses villes se faire calciner en toute impuissance.
L'élévation du niveau des mers a pour effet de faire disparaître des régions entières, si ce n'est des pays entiers qui sont appelés à disparaître comme le Bangladesh, ce qui soulève des questions onusiennes de comment organiser les secours et de comment gérer les dispositifs d'assistance et de faciliter l'expatriation des habitants vers des pays plus accueillants. La tâche est lourde, en sachant que des pays ne veulent plus de personnes immigrées dans leur pays. Ces malheurs et ces calamités sont les effets incidents du climat. Aucune région au monde ne sera épargnée des effets cuisants du réchauffement planétaire. Et, ils ne sont que des signes avant-coureurs. L'emmitouflement global dont parle le Coran est plus intense que ne laissent penser les spécialistes du climat. La suffocation qui découle d'un effet de serre drastique a pour tendance de s'approcher du climat vénusien.